What's up? Yellow Sea Podcast, je suis votre host Ray Antonio. Comme vous pouvez voir, on est une full house et vous ne voyez pas derrière la caméra. C'est encore plus full que le set en ce moment. On déborde, mais on déborde de talent. Et comme regardez, je vais faire les introductions real quick. Mais à ma droite, je vous présente Rhonda. C'est un expert marketing qui va vous aider à aller chercher tous les high-ticket clients que vous avez besoin. Donc, j'ai hâte de lui parler parce que nous autres aussi, on est ici là, en train d'aller chercher à la pêche des high-tickets. Et de l'autre bord du set, regardez, on va aller avec Kevin, entrepreneur fashion e-com. C'est lui qui est derrière la marque Odin. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, bon, cher invité ici, Jim Cam, monsieur le franchiseur. Regardez, je vais quand même te donner une introduction. Sushi Sama, Pokéball. Regardez les autres, j'ai pas envie de maganer le nom. That's good. Let's keep it like that. Mais en tout cas, comme vous savez déjà ici, on est un podcast, on est ici pour vous inspirer, vous éduquer, puis vous donner tout le knowledge que vous avez besoin en business. Puis aujourd'hui, regardez, l'épisode va être très simple. On va parler de marketing, de franchise. Pour ceux qui sont intéressés à se lancer dans la franchise, moi, je suis curieux parce que, regardez, j'ai appris certaines choses à force d'avoir interviewé tellement de gens. Puis la franchise, il y a quelque chose d'intéressant derrière ça. Puis M. Jim Cam, ici, il y a comme une formule que... Il disait backstage, super drôle, il dit comme, genre, t'as le modèle, puis c'est super facile. Après, je suis comme, damn, you make it seem so easy. Fait qu'on va découvrir ça. Ça fait des années que je fais ça, c'est pour ça. Mais exactement. Est-ce que ça prend 10 ans de devenir un overnight success? Ça prend 10 ans. 10 That's ans? not overnight. Ben c'est ça, c'est un overnight de 10 ans. Yeah. Mais justement, puis regardez, comme je vous dis, ça c'est un part 2 avec Jim Cam. Je suis super content. Fait qu'on va faire peut-être un petit catch-up sur qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a rencontré en 2022, maintenant en 2025. 3 ans plus tard, regardez, la connexion continue. C'est super cool. Je suis content. Merci, guys, d'être venus. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci. This is one of the best podcasts here. Si vous avez écouté Guys 2025, c'est ici que ça se passe, au Black Box Media. Et avant tout qu'on commence avec nos sujets, je vous donne un gros shout-out à tous nos sponsors, eux autres qui nous encouragent, eux autres qui encouragent le podcast. On va commencer avec Salvatore. Salvatore, pourquoi? Parce que c'est la pizza du spot. Guys, vous avez vu les nouvelles dernièrement, vous devez encourager local, que j'en pogne un de vous en train de commander du Domino's, du Pizza Hut. Ça se passe chez Salvatore. Puis en utilisant le code promo YSP, vous avez 10% de rabais quand vous commandez sur la plateforme en ligne ou sur leur application. Comme je dis, on boycotte le US et on commande québécois. Je vais donner un gros shout-out aussi à Shop Santé parce qu'on est ici pour vous convertir en la personne la plus santé. Tu sais, comme je disais à un de mes gars ici derrière backstage, c'est que, tu sais, si vous voulez avoir du succès en affaires, selon moi, une des premières choses, c'est super important d'être en paix avec soi-même, d'être dans un environnement positif. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'une fois que vous dérapez de votre direction, les choses vont mal. Autant de vos objectifs, vos relations en affaires, vos relations personnelles, ça peut aller mal, mais quand vous avez vraiment une bonne orientation puis une saine mentalité, ben les choses vont aller d'une autre direction, puis vous n'allez pas le croire. Fait que c'est pour ça que notre fier partenaire Shop Santé est ici pour nous encourager à vivre une vie équilibrée, naturelle aussi. Donc, gros shout-out, utilisez le code promo RAY, R-E-Y, 10% de rabais en ligne. Je vous encourage. Allez acheter vos suppléments. Moi, je suis sur un cocktail de vitamines. Dès le début, prenez-vous des vitamines? Comment assez, ouais. Assez? Le soleil. Quand je suis malade. Le soleil. Non, pas quand tu es malade, tout le temps. Tu vois, tu es malade parce que tu ne prends pas de vitamines. Il y en a trop de vitamines. On va parler de ça après. Utilise le code promo RAY. Puis sinon, guys, merci à tous les nouveaux abonnés qui se connectent à Yellow Sea Podcast. Je vous remercie pour sa raison pourquoi on continue après tant d'années. On rentre dans la 5e année, donc continuez à nous encourager sur YouTube, Instagram, TikTok. Maintenant, si je suis sur LinkedIn, je suis en train d'envahir LinkedIn. Donc, continuez à nous encourager, passez le message. Donc, si vous voulez avoir tous les conseils, les contacts et vous vous sentir inspiré dans votre business, vous êtes un entrepreneur, un freelancer, un grinder, un hustler, ou si vous aspirez juste lâcher votre job qui vous emmerde, mais c'est ici que ça se passe. Vous allez voir toutes les success stories qu'on a ici. C'est ça qu'on fait. Donc, ça, c'est mon introduction, guys. Welcome. Comment ça se passe? Thank you. Donc, par où commencer? Ici, j'ai comme un buffet, là, puis je me dis comme, quel j'allais en premier? On a monsieur marketing ici à côté. Ça fait combien de temps tu fais du marketing? 5-6 ans. 5-6 ans? J'ai commencé à 19. Ah ouais?
Ah, puis t'as 25. 25, OK. Ça commence jeune. C'est ça que j'adore de la jeunesse, c'est que on dirait que vous avez un outil comme l'Internet, puis ça vous permet tu sais, d'avancer beaucoup plus vite parce que moi, tu sais, on dirait que j'avais, quel âge? Autour de Ouais, mais 20 ans. imagine quand tu compares que nous, on avait 19 ans, on n'est pas capable d'être aussi focus à savoir qu'est-ce qu'on voulait faire dès le début. Non, exactement. Puis je pense aussi, tu sais, vraiment l'Internet, qu'est-ce qui amène à peut-être cette génération-là, c'est justement peut-être des pistes, des modèles, la motivation, comme « Oh, look at this guy. Check ce que cette personne fait. Ça, si je fais à peu près la même chose ou si je m'inspire de cette personne-là, mais je pourrais atteindre ce niveau-là. » Fait que je trouve que, tu sais, vraiment, que cette génération, les Gen Z, genre, vous avez des bons outils en tant que vous l'utilisez comme il faut. Puis je sais que j'ai talk shit backstage par les Gen Z. Fait que c'est correct. Du monde comme toi, on en a besoin. On veut encourager ça. Je pense pas que je suis nécessairement le bon modèle à tout le monde non plus. Tu vois, c'est bon. Il faut T'es être... trop humble, Randa. Je t'ai vu travailler behind the scene, you're a beast. You're a beast. OK, Jim, qu'est-ce que tu as à dire sur lui? Comment tu pourrais le décrire? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient avec l'approche de « Hey, je suis une agence de marketing, je peux t'aider dans le marketing. » Mais le marketing, c'est tellement vaste. Qu'est-ce que ça couvre, right? Puis là, dépendamment de tes besoins, lui, il va pouvoir te personnaliser un plan. Puis non seulement juste le plan, mais il t'amène les résultats tellement rapidement que c'est quand même vraiment incroyable. Moi, j'ai eu beaucoup de vécu en business. J'en ai vu beaucoup. Même moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'études en marketing sans avoir de diplôme, bien sûr, juste pour pouvoir expandre ma propre business. Comme je comprends les fundamentals of the business, of marketing. Puis là, quand que lui, il me donne l'approche, je suis comme, merde, c'est un gars qui sait vraiment qu'est-ce qu'il veut faire. C'est pour ça que j'ai laissé le go. Puis so far, it's doing very good. Puis non seulement pour mes business de franchise, mais on travaille sur d'autres bannières ensemble aussi. That's it. Fait que t'as closé Jim Cam. Yeah. Ouais, It's a hard one. But he closed me on the spot. Oh ouais? C'était avec un Instagram DM. Oh shit. OK, ça ressemblait à quoi? OK. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi un slide sur DM pour closer un Jim Cam? Non, le monde, il pense que c'est peut-être introduction ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment un DM Instagram. Là, je suis sur Instagram. Là, j'ai vu quelques vidéos de Jim au fil des années. Là, il a commencé avec sa BM, ensuite c'était Lambo. Puis là, j'étais comme, OK, ce gars, beaucoup d'autos, j'aime les autos aussi. Et là, un jour, j'étais dans la toilette. J'étais sur Instagram. Dans le bureau. Oui. Là, je regarde les Le gars, il a DM Jim Cam en train de poupe. C'est comme business opportunity. Mais anyways. Donc là, je regarde ces trucs. Puis là, il a commencé. Je remarque qu'il commence à taguer une page qui s'appelle franchiseur.ca. Je suis comme intéressant. Je clique dedans. Je check un peu. C'est quoi? Comme OK, il essaie de vendre sa franchise. Là, je suis comme intéressant. Franchise. Je viens dans un background de. Mes clients, en fait, c'était des personnes qui vendent des cours en ligne. Comme Tony Robbins, des personnes à mon site. C'est là que j'ai commencé. Et là, je me suis dit, OK, franchise, c'est des trucs qui coûtent cher. J'aime ça quand ça coûte cher, parce que c'est plus facile à vendre. Tu vas être surpris, mais c'est plus facile à vendre. Et là, je regarde, il pousse activement sa page. Là, j'étais vraiment curieux. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, on va lancer un Instagram DM. Et là, je l'ai DM, j'ai dit, salut, je vois que tu pousses ta page de franchise. J'assume que tu essaies de vendre la franchise. Je suis capable de faire ça pour toi. Ça se peut que je vois que tu ne roules pas j'ai fait des recherches, il ne roule pas de pub, il ne fait rien. Et là, il fait juste poster. Puis là, je suis comme, OK, on peut set un meeting. Et là, de son bord, après, je réalise, lui, il va regarder ma page aussi. Ça tombe bien, là, on a eu une connexion parce que nous deux, on a acheté des autos. Et là, après, il est comme, OK, ce gars-là, il a l'air solide. Après, on s'est rencontrés. Puis en un meeting après, j'ai présenté un plan. Et il a dit, OK, let's go. Ce que j'aime de Jim, c'est que Là, t'as oublié de mentionner la partie que t'as dit. Au final, on a un bon ami en commun. Oui, okay. c'est ça. On avait un ami en commun aussi, c'est sûr. Moi, je dis, who's this guy? Type de sales, Jim me connaît pas, je le connais pas. C'est vraiment dur d'établir une connexion en premier. Mais je sais que moi, j'ai un ami d'enfance qu'eux, ils se connaissent déjà. Fait que dans mon DM, j'ai dit, je suis là. Le gars, il s'appelle Jerry. Et là, j'ai dit, je suis là, un ami d'enfance de Jerry. Et là, moi, je roule une compagnie de marketing. Et là, je vois que tu pousses vraiment ta franchise. Et c'est sûr que je peux te faire beaucoup d'argent. Et là, lui, il fait les connexions comme, OK, ce gars-là, lui aussi achète des autos. Et là, il y a ami d'enfance de Jerry, je connais Jerry. Il est comme, OK, je vois. J'ai DM Jerry, j'ai dit, is Randa legit? Il dit, yeah, he's very good. OK. OK, t'as déjà...
sais, là, Combien de checkmarks? Ouais, j'ai fait comment mon best pour essayer d'établir une connexion. Là. Puis après, on s'est rencontrés dans un restaurant. J'ai expliqué un peu ce que je fais. Mais je voulais vraiment savoir ce que lui fait pour être sûr que ça marche. Il y avait quelques points vraiment intéressants. Du moment que j'ai vu sa page, j'ai été comme, de mon bord, c'est sûr que je peux faire beaucoup d'argent. Il y avait un bon personal branding. Il y a déjà 100 localisations, je sais pas comment dire ça. Localisation. Et là, Lambo, solide. C'est l'élément qui me captait l'attention. Et pour quelqu'un qui est capable de scaler jusqu'à 100 localisations, ça prend un système. C'est sûr qu'il y avait un système. Mais là, je vois qu'il commence à pousser ça en ligne. Dans mon checklist, tout s'alignait. Il y a sa page bon personal brand, il y a des Lambo, il y a un bon système, mais surtout, il y a une bonne fondation. Sans localisation, tu ne te rends pas là sans une bonne équipe, sans un bon système. Fait que tout ce qui manque, c'est vraiment, je viens, il y a un feu, je mets de l'huile dans le feu. Et ça a juste parti de même. Puis on a parti avec un projet ensemble. Puis là, un projet, ça a 2 projets, 3 projets. Puis là, on fait plein de projets ensemble. C'est intéressant. Mais je trouve aussi, tu sais, la structure, comment tu le décris, c'est bon parce que, drôlement, ce matin, j'ai envoyé un DM, justement, un lead que je suis en train de poursuivre. Puis, mon approche, c'était justement, je connais tel. Fait que déjà, avoir une validation de quelqu'un externe que lui, il va sûrement appeler, il va dire comme, « Hey, tu connais-tu tel? » Je suis comme, « Ouais. Il est bon? Ouais. » Il y a une personne qui DM Jim, là. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Ah, c'est sûr. Fait que mon DM, il faut pas dévoiler le secret. Là, tout le monde va dire, ah, je connais. Je connais ton boy. Mais je connais Jerry. Je connais Jerry. Je t'assure que Jerry connaît. Il va avoir 2000 followers ce Yo, soir. Jerry va se faire bombarder. Avec sa type de business, c'est sûr qu'il ne connaît pas. Combien de DM tu reçois, mettons, en moyenne une semaine de personnes qui veulent connecter avec toi? Quand même beaucoup. Hein? Ouais, quand même beaucoup. Mais j'ai du monde qui m'aide. Surtout Chung et Miguel, ils sont là vraiment pour m'aider. Quand quelqu'un me DM, je dis hey, DM la page franchiseur. J'aurai du monde de mon équipe qui va pouvoir plus t'aider. Parce que personnellement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Non, c'est sûr. J'ai d'autres priorités. C'est pas que je veux pas, mais j'ai vraiment juste d'autres priorités. Beaucoup plus importantes. Là, il y a AI qui commence à sortir aussi. Fait qu'il y a des AI qui peuvent répondre. Yeah. Ça va juste cette direction-là. C'est un expert en AI. Mais il devient de plus en plus expert. Donc, the future will be bright. J'ai un épisode que je suis en train de planifier justement pour parler de AI agent, dans le fond, pour commencer à faire toute cette gestion-là. Fait que je trouve que ça va être quelque chose de super intéressant. Je commence à voir parce que, pareillement, des fois, je pense que tu peux pas répondre à tout le monde, mais tu veux répondre à tout le monde. Puis c'est pas non plus tout qui va être genre pertinent. Fait que tu dois filtrer. Puis là, tu vas avoir un AI agent, Jim AI. On va venir filtrer tout. Mais il y a beaucoup de personnes, parce que j'ai eu beaucoup de clients de même, des petits clients, que eux, ils revendent des produits AI. Il y a comme une plateforme qui s'appelle Go High Level. Puis si tu es dans le high ticket, puis tu roules des tunnels, tu sais c'est quoi. Mais le nombre de clients qui sont venus nous voir, que lui, parce que là, Go High Level, il y a un truc qui s'appelle, que tu peux le white label. Ouais. Dans le fond, ce que c'est que tu prends leur produit, tu le revends comme si c'était le tien. Puis là, tu revends ça à un profit à d'autres. Ce software-là, tu le revends à d'autres business. Mais là, après, il se package comme s'il y avait un produit comme de révolution. Et c'est super puissant, mais dans le fond, c'est juste, ils revendent plein de produits des autres personnes qui sont comme pas très bons dans le marché. Et je remarque qu'en ce moment, il y a tellement de personnes qui vendent des produits AI comme il y en a trop. Ouais, non, c'est parce que tout le monde voit genre l'opportunité, là, puis après, comme, t'embarques sur le bandwagon. Genre, tout le monde, c'est un expert en AI. J'ai rendu à ce point-là. On est des experts un peu partout. Mais regardez, je veux qu'on puisse rentrer aussi dans le vif de la conversation que je trouvais qui était super pertinent dans la franchise. Puis la franchise, ce que je te disais tantôt, pourquoi moi ça m'intéresse d'en connaître un petit peu plus, parce que, par exemple, admettons, on va prendre les brands qui sont ici, un Salvatore. Salvatore sont rendus à une centaine de franchises. Ouais, gros chapeau. C'est ridicule, ils sont juste en train d'acheter d'autres brands. Puis, eux autres, ils utilisent un peu le modèle McDo, où est-ce qu'ils achètent l'immobilier, puis dans cet immobilier-là, ils vont implanter genre leur resto. Puis c'est super intéressant, fait que, comme je t'avais dit une fois, la dernière fois qu'on s'est vu, je serais peut-être intéressé que tu t'assoies faire un podcast, même que tu t'assoies avec un des gars, genre à Batello, là. Je suis comme, shit, tu serais genre... Mais ça peut être nice parce que c'est comme vraiment un partage parce qu'on a quand même 2 trajectoires
différent, même si jamais on est les deux dans la franchisation. T'sais, eux, ils ont acheté des bassistes, moi, j'ai acheté un peu des voitures à la place. J'ai pas fait le meilleur choix, mais j'en profite de ma vie, tu comprends? No hate. Sur ça, pour le vrai, j'aurais aimé faire ça, mais il me manque de capital, donc acheter une voiture, c'est un peu plus cheap. C'est nice, pareil. Non, mais j'ai le seul. Je suis sûr qu'ils en ont caché, ils veulent juste pas le montrer. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Garanti. Imagine. Si j'ai 100, lui il a 100. Tu vois? Ouais. Mais tu vois, toi, t'es sans. Est-ce que t'es tout seul officiellement? Ben, tu sais, comme oui, t'as des Non, mais partenaires. regarde, j'ai des partners en business, c'est impossible de le faire tout seul. Peu importe c'est quoi le pourcentage de ton partner qui détient de ta business, mais tu as besoin de partenaires. Parce que c'est pareil, pourquoi est-ce que, exemple, prends un exemple sur qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le US, le trade, right? Quand que tu trades, c'est parce que toi, tu trades qu'est-ce que toi, tu es naturellement bon à faire avec d'autres personnes pour voir qu'est-ce qu'eux sont bons à t'offrir. C'est comme un partage de connaissances, de savoir, puis surtout, comme tu échanges ta force. C'est ça le trade. Puis en business, c'est la même chose. Comme c'est presque impossible pour un individu d'être professionnel dans tous les aspects. Oui, tu peux, ça va prendre du temps, mais nous, on se bat tous contre le temps. On n'a pas tous infini temps, right? C'est pour ça que c'est là que le partenariat, il va pouvoir te permettre d'avancer beaucoup plus vite que ce que toi tu crois que tu es capable. Puis ça, tu sais, comme je t'entends parler, tu sais, aussi, puis ça, je serais curieux. Définitivement, je pense que j'aurais besoin, même moi-même, parce que j'essaie de voir vraiment, tu sais, comme. J'ai déjà eu cette vision-là, Black Box Media, comment je pourrais, par exemple, le scaler, mais en franchise. Tu sais, admettons, je prends par exemple une vision que j'ai eue, WeWork. WeWork, ils ont juste commencé à implanter un bureau un peu partout dans le monde. Je me dis comme, hey, je pourrais-tu faire genre la même chose, genre avec Black Box Media, dans le sens que ce serait genre, il y aurait une application, un network, puis t'es un créateur de contenu, je me plug à cette application-là, Black Box, puis peu importe dans quelle ville je suis, j'ai accès à un studio où est-ce que je peux aller faire du content. Yeah. Mais tu sais, ça, c'est une très bonne façon de voir, parce que acheter une franchise, techniquement, c'est comme si jamais tu achètes un partenaire. Parce que tu payes pour pouvoir avoir quelqu'un qui a déjà les connaissances beaucoup plus en avance comparativement à qu'est-ce que le franchisé est capable d'avoir, right? C'est pour ça qu'en tant que franchiseur, il faut t'apporter la grosse valeur ajoutée. Pourquoi est-ce qu'un franchisé voudrait t'acheter? C'est parce que toi, tu as une bonne valeur ajoutée pour eux. Comme le système d'opération, le marketing qui embarque. Ça, c'est les deux principales. Puis là, ensuite, tu as beaucoup de petits aspects. Mais tout ça, c'est comme si jamais ils achètent un partenaire. Comme... Question en arrière. Allez-y. Une question pour Jim Cam. Yes. Sommes-nous un produit de ce qui nous entoure? Oui et non. Parce que principalement, on est destiné à être un certain produit. Mais c'est juste que, est-ce que tu vas fulfill your destiny? It's gotta be on you. Puis là, oui, ton entourage va t'affecter. Mais ça ne va pas changer qu'est-ce que tu es réellement à l'intérieur de toi. Ça répond pas. Pour le reste, c'est... Ouais, non, je comprends. Non, parce que c'est comme, we're destined to be something. But are you gonna fulfill your destiny? That's one thing. Non, mais je vois. Je voudrais savoir, tu sais, maintenant, sachant tout qu'est-ce que tu sais par rapport à la franchise, puis dès le début, tu sais, vraiment pour te rendre où est-ce que tu es rendu, tu avais d'une certaine façon déjà ce mindset-là, le hustle mindset. Sachant qu'est-ce que tu sais par rapport à la franchise, si tu retournes dans le temps, est-ce que tu te dis, je vais créer ma propre brand puis bâtir, faire ce gros hustle-là, ou tu t'aurais lancé dans une franchise directement? Si jamais je retourne avec toute la connaissance, ouais. Mais c'est ça que non, parce que principalement, ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Pourquoi est-ce que je devrais choisir acheter une franchise ou pourquoi est-ce que je ne le ferais pas moi-même? Right? Ça, c'est la question commune. Là, ma réponse est vraiment simple. Si jamais tu voulais le faire toi-même, si jamais tu as la capacité de le faire toi-même, tu n'aurais jamais pensé à acheter une franchise. La raison pourquoi est-ce que tu veux décider de te lancer dans une franchise, c'est parce que tu veux prendre de l'avancement. Tu veux skipper des étapes. Tu veux prendre, comme tu fais juste payer pour avoir des connaissances. C'est comme je l'ai dit, tu achètes un partner. Donc, tu achètes tout le bon savoir pour qu'ensuite, tu peux opérer efficacement un business. Puis, qu'est-ce que tu apprends en achetant la franchise? Tu apprends sur tout ce qui est opérationnel, labor control, food control, tout ça, marketing aussi. Puis là, après ça, le jour que tu as envie d'avoir ton idée de lancer quoi que ce soit, tu as déjà acquis les connaissances nécessaires pour pouvoir ensuite te lancer. Tu sais, je te donne un des meilleurs exemples. Onigiri Shop. Ça a été fondé par mon premier employé de Sushi Sama.
Il a travaillé pour moi il y a 12 ans. Puis là, ensuite, après quelques années, il a décidé qu'il a amassé assez de fonds puis il veut ouvrir son propre Sushi-sama. Il n'en a pas ouvert un, il en a ouvert 2 Sushi-sama, 2 Poké-stations. Puis là, il a vu que l'opération est relativement simple, puis il apprend de cela. Puis là, avec tout ce qu'il a appris en travaillant et en détenant les franchises, il a créé ensuite Onigiri avec le même blueprint, la même philosophie de business. Un brand à son image. C'est exact. Tu vois, comme parce que lui, il l'applique tous les jours. Donc, pour lui, c'est comme, hey, si jamais je crée un nouveau brand, puis j'applique tout ce que j'ai appris avec Sushi-sama et Poké-station, est-ce que ça va marcher? Puis il a fait, ben, ça marche. Pour moi aussi? OK. C'est toi la star. En affaires, l'idée d'aller peut-être acheter une franchise, c'est qu'il y a déjà un blueprint. Fait que comme tu dis, il y a des étapes qui ont déjà été faites. Il y a un proof of concept. Mais de l'autre côté, si quelqu'un part il prend une niche, il développe quelque chose, puis là, il se pose la question, j'aimerais avoir 20 succursales. Comment prendre la décision entre trouver des associés qui vont acheter une franchise ou monter un système, si tu fais toutes les étapes par toi-même, pour mettre des dirigeants puis pas avoir de franchisés? Comment évaluer dans quelle direction prendre? Soit expandre par toi-même ou soit le franchisé, c'est ça que j'ai compris? Ou bien expandre en mettant des employés en place. Exemple, il y a des gens qui vont avoir 30, 40, 50 succursales. Je ne parle pas de restauration, exemple, dans une niche différente. Exemple, la construction. Comment évaluer le meilleur chemin si on veut agrandir une niche entre justement toutes faire les étapes par soi-même puis mettre des dirigeants en place ou vraiment dire, tu sais quoi, je vais aller chercher des gens qui vont vouloir investir, comme tu dis, parce que j'ai déjà un blueprint entre les mains. Mais regarde, je vais répondre selon mon expérience. Ouais. C'est une très bonne question. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'est que j'ai ouvert moi-même plusieurs restaurants, Sushi-sama et Poké-station. Donc, je les ai détenus et opérés jusqu'à environ 20 succursales. Juste avec moi, en mettant des opérants, des partner managers. Tout ça, c'est comme ça qu'on a expand au début. Parce que même si jamais toi, tu penses que tu as un proof of concept, mais ça ne veut pas dire que le monde va believe in your concept. Parce que tu n'es pas encore assez gros. Donc, la seule façon de le faire en sorte que le monde va croire en toi, c'est que tu deviens tellement gros qu'il ne peut plus t'éviter. Comme il ne peut plus croire que tu n'es pas aussi gros que ça. Mais là, au début, je te dis, si jamais tu en ouvres un, tu penses que c'est bon, puis tu essaies de le franchiser, je peux presque te garantir qu'il n'y a presque personne qui va te l'acheter. Parce que ça ne veut rien dire. Peut-être ça se peut que c'est ta localisation qui est bonne ou tu as juste été lucky. Mais le fait que tu arrives à prouver que tu es capable de le faire marcher dans multiple locations, c'est là que tu as un vrai proof of concept. Puis là, tu peux penser à la prochaine étape, que moi, je dirais la franchisation. Après combien de franchises tu dirais que, justement, tu atteins cette crédibilité où est-ce que les gens pourraient être intéressés comme, oh, il y a ouvert un en Rive-Sud, en Rive-Nord, il y en a à Montréal, il y en a un dans l'Ouest, l'Est, whatever. Y a-tu un certain nombre que toi, tu as réalisé après un certain nombre de Sushi-sama où est-ce que tu étais comme, que tu voyais les gens, genre, attirés comme... Mais ça, c'est cas par cas. Tu sais, je te donne un exemple. Sushi-sama, je pense qu'il fallait que j'en ouvre environ 10 avant que le monde dise, hey, peut-être je peux acheter il y a quelque chose derrière. À la place de Sushi Shop, right? Mais Onigiri, juste un qui était ouvert, mon employé, partner, franchisé, il est venu me voir et dire, hey, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour pouvoir le franchiser? Juste avec un qui a ouvert, maintenant on a signé 17. D'abord, tout va dépendre de ton proof of concept ou ta réputation. Il y a beaucoup de facteurs. Mais si jamais toi, c'est ton premier concept, c'est sûr qu'il faut que t'en prouves. Il faut que tu te prouves. Mais vu que je l'ai prouvé avec Sushi-sama, Poké-station et d'autres brands, c'est facile pour moi de pouvoir juste promouvoir peu importe le nouveau brand que j'amène. Tu viens de dire un mot-clé super important, réputation, parce que avant que vous arriviez, moi puis Sacha, qui vient de te poser la question, on parlait justement ça, où est-ce que ta réputation fait complètement la différence de où est-ce que tu es rendu. Ton nom devient justement la raison pourquoi les personnes vont embarquer dans tes projets, des trucs comme ça. Mm-hmm. Puis le fait comme, regarde, le nombre que tu viens de dire d'opportunités qui viennent de s'ouvrir juste à cause de la réputation. Fait que toi, ton brand là, en ce moment, genre Jim Cam, juste tout seul, il y a un brand derrière ça qui vaut beaucoup. Parce à cause de la réputation qui vient derrière. Ben, c'est ça, parce que comme le monde me reconnaît un peu quand même par le fait que j'ai réussi dans la restauration, c'est pour ça que si jamais j'amène un produit, je ne suis pas en train de les forcer à acheter. Mm-hmm. Je suis juste en train de dire que, hey, this might be the best opportunity that I have for you.
today. So, essaye de voir est-ce que c'est fait pour toi. Mais tu Juste sais, tu pour- vois, vas-y. Juste pour rajouter, genre, si tu es intéressé à business puis les talks comme ça, Rich Dad Poor Dad, like, sûrement tout le monde a déjà entendu Yeah. ce livre-là. Ça. Kiyosaki explique que tout le monde devrait commencer par des franchises. C'est la façon la plus simple d'être proche d'un mentor, tu comprends? So, comme quand on commence, des gens comme moi ou Jim, on a commencé en même temps, puis on vient de Saint-Michel, on n'a pas vraiment un réseau, on n'a pas des parents riches. So, tout de suite, tu te demandes comment je fais pour avoir un mentor, genre comme qui va m'aider, où que je peux aller prendre mes conseils. Les franchises, pour vrai, c'est dans plusieurs livres, c'est the top to start. Mais tu vois, regarde, c'est là que ça. Même moi, tu sais, en business, le plus que tu sais, je suis devenu genre professionnel, puis genre, je comprenais la business, comment tu sais, la faire rouler. J'ai compris, il y a un concept qui est comme. Qui commence à me faire questionner, tu sais, de chicken and egg. Quel est venu en premier? Est-ce que l'intérêt, admettons, de prendre un concept qui fonctionne déjà en premier ou d'apprendre avec le temps que j'aurais peut-être dû commencer avec le concept? Je sais pas si tu comprends. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec toute l'expérience que j'ai acquis, je réalise que, oh shit, peut-être si j'aurais pris le même investissement, le même grind, la même énergie, puis je l'aurais investi peut-être dans une franchise, j'aurais peut-être sauvé quelques étapes. Par contre, cette notion-là, je l'ai seulement compris une fois que j'étais avancé dans l'entrepreneuriat, dans la business. Puis c'est là que ça me vient peut-être le lien aussi. Une conversation, tu sais, Garth, tu as reçu, t'as eu un podcast avec Seroujan. Je parlais avec Seroujan, puis il avait posé une question par rapport au repreneuriat. Quand tu reprends une business. OK. Puis je lui ai écrit, puis je dis comme, avoir su que prendre le contrôle d'une business qui est déjà actif était une meilleure solution de lancer sa propre business, je l'aurais fait dès le début. Par contre, cette intuition, je l'ai seulement su après des années de développement de ta propre business. Fait que c'est un concept un peu fucked up, genre le chicken and egg, justement. Comme, parce que, tu sais, oui, tu as raison, tu sais, admettons, je peux lire tous les livres de développement, puis ils vont te dire, comme, yo, commence avec la franchise. Mais quelque chose que j'ai réalisé avec l'entrepreneuriat, par exemple, c'est que on va te parler d'un million de concepts, mais ce concept-là, tu le comprends réellement quand tu le vis. Comme, on peut te le répéter 1 million de fois, mais jusqu'à temps que tu ne comprends pas justement comme, oh shit, si j'aurais commencé il y a 5 ans, puis j'aurais dit comme, tu sais quoi, j'aurais dû prendre un sushi-sama, puis maintenant, peut-être je serais rendu avec 4 sushi-sama plutôt que juste une business. Fait que c'est un drôle de concept. Puis admettons, dans le marketing, comment, genre, cette notion-là, tu vois le refléter? Parce que toi, ta job, c'est justement essayer de cibler que, tu sais quoi, commence pas ta business. Tu as déjà le hustle mindset, tu as déjà peut-être un investissement disponible. J'imagine que ton marketing doit être reflété que, tu sais quoi, commence pas cette direction-là. Moi, je vais te donner tous les outils, je vais te donner même le mentor, je vais te donner la structure, je vais te donner tout ce que tu as besoin pour même te démarrer, on va dire, 10 étapes en avance sur ta business. Ou est-ce que si tu prends genre vraiment ce saut-là qui va coûter un petit peu plus cher, mais dans 10 ans, par exemple, dans 5 ans même, tu seras rendu beaucoup plus avancé. Est-ce que vous voyez des liens genre marketing derrière ça, vraiment avez-vous parlé des personnes qui justement se questionnent de ce concept-là, où commencer? J'imagine que quelqu'un t'approche, en ce moment tu dois te faire approcher par beaucoup de gens, où je commence? J'imagine que ta réponse doit être comme, yo, achète une franchise. Non, ma réponse est simple. Moi, je dis, si tu ne sais pas où commencer, ma réponse pour ça est juste commence pas. Parce que si jamais tu n'es même pas prêt de faire les first steps. Maintenant, on vit dans un monde comme tellement d'informations et gratuit. Donc, si jamais tu n'es pas capable de savoir où commencer, faudrait, you don't have it in you. Yeah, you don't have it in you yet. Je pense que tu devrais commencer à vendre, honnêtement. Peu importe, si tu sais vraiment pas où commencer, commence à vendre. Si tu es bon à vendre, tu vas trouver une solution. Tu peux vendre n'importe quoi. Tu es trop gentil. Même j'ai l'impression, quand tu parles du chicken and egg, c'est plus le journey qui est important. C'est pas important le poulet ni l'œuf. C'est la main qui transporte. Il y a une main invisible à travers tout. Tu peux l'appeler univers, Dieu, whatever. Il faut juste commencer. Quand tu commences, que tu sois passionné de quelque chose, si tu fais dans un an, tu vas aller voir la franchise. Mais tant que tu commences, le journey is the important thing, ou non? C'est ça le plus important. C'est même pas tant le résultat. Parce que moi, sérieux, où est-ce que je suis rendu, vraiment dans ma business, je suis très tenté à peut-être vouloir m'acheter une franchise ou acheter une business ça fait peut-être 15 ans qu'elle existe.
juste take over puis rendre le modèle encore plus intéressant. Ouais, mais parce que comme tu as la créativité, tu peux apporter l'innovation, tout est possible. Puis là, quand tu achètes une franchise, comme je te dis, c'est comme si jamais tu achètes un partner. Tu achètes un partner qui a déjà les connaissances que toi, tu as besoin pour pouvoir rouler cette business. D'abord, il n'y a pas de mauvais chemin. C'est juste comme, est-ce que toi, tu es la bonne personne? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Parce que c'est inévitable que tu vas faire face à des challenges dans ton parcours en business. Mais est-ce que toi, tu es la bonne personne à vouloir faire face et surtout surmonter tous les obstacles? Regarde, la business, c'est dur. On le sait tous. Par contre, avoir une structure comme une franchise, est-ce que ça enlève beaucoup de pression? Je dirais ouais. Dis-toi que moi, je dirais que peut-être les 7 premières années, tellement de essais-erreurs, tellement de l'argent flambé pour aucune raison. Mais maintenant, quand un franchisé me vient, moi, je peux lui dire exactement où sauver de l'argent ou pas gaspiller son argent. Si jamais il veut le gaspiller pareil, je ne peux pas le contrôler. Mais moi, je veux le dire par expérience, pas pour un store, mais pour au moins une centaine de stores. Right? Yes. Maintenant que tu as l'expert devant toi qui est Jim en franchise, est-ce que tu penses à faire des franchises de Yellow Seed Podcast? Parce que je suis intéressé à t'en acheter une. Oh, OK. Là, check. Regarde. Là, je vais répondre à la question pour Ray. Comme si jamais, on va dire quelqu'un qui veut se lancer un podcast. Pourquoi est-ce qu'il voudrait acheter un Yellow Seed Podcast? Est-ce que tu peux répondre? Je n'ai pas la réponse, mais je vais juste approfondir la question. Qu'est-ce que tu vas amener comme valeur ajoutée? Moi, je vous explique qu'est-ce que ce podcast-là m'a amené comme valeur ajoutée. Je suis assis à côté de toi. En business, tu sais, comme tantôt on mentionnait la réputation, c'est super important. Mais l'autre chose qui est super importante, c'est qui tu connais. Parce que tu peux être un idiot, mais connaître les personnes les plus pluguées, les plus talentueuses, les plus fortunées. Puis juste parce que tu es capable, tu sais qui tu connais, tu peux faire des liens. Le podcast, derrière ça, moi, qu'est-ce qu'il m'a enseigné, c'est... la valeur que ça m'a amené, c'est un réseau de contacts. Puis à cause de ce réseau de contacts-là, 5 ans plus tard, je suis comme, on m'invite à des places, on me propose des projets, j'ai accès à énormément de portes que si je serais resté dans mon bureau indépendant en marketing, puis j'aurais peut-être demandé à un tel, tu sais, si je serais un indépendant, puis j'aurais cogné à la porte au DM de Jim Cam, puis j'aurais pas approché, tu sais, je connais pas genre Jerry, là. Tu sais, si je connais pas Jerry, là, puis je te DM, puis j'ai pas genre rien de ça, tu sais, j'aurais été peut-être un autre bruit, un autre message comme les autres. Puis peut-être mon pitch aurait fait la différence. Mais le podcast, ce que ça m'a amené, c'est que non seulement je donne une plateforme à des gens de vraiment même véhiculer un message, mais ça me permet de rentrer en contact avec des gens drôlement. Pendant que, tu sais, je faisais la référence de Salvatore, puis tu parlais de tout ça, j'ai reçu un email de Salvatore par rapport me disant comme « Hey, je veux t'emmener quelqu'un à ton podcast. Juste drôle, genre, juste ouvert le téléphone, je suis comme X Abatello m'écrit comme. Fait que, tu sais, si je pourrais dire à n'importe qui, comme, gars, si t'es un vendeur, de mentionner la vente, puis ça, je voudrais même qu'on prenne du temps à parler de la vente, mais si t'es en développement, en vente, en marketing, le podcast, pour moi, ça a été genre le plus bel outil, le plus gros risque, le plus beau risque, le plus gros et le plus beau risque que j'ai fait parce que ça demande énormément d'investissement. Mais ce n'est pas l'investissement que tu mets sur peut-être quelqu'un, c'est un investissement que tu mets sur toi-même. Parce que tu es convaincu que tu vas bâtir un personal branding, une image de toi qui va attirer d'autres personnes. Puis en faisant des liens, des connexions avec ces gens-là, tu vas grossir un genre d'empire. Tu sais, Alejandro, tu as posé la question. C'est drôle qu'on est venu en contact parce que tu me dis que tu m'as trouvé à cause du podcast. Et tu m'as présenté quelqu'un de très significatif à cause du podcast, que j'ai rencontré, que j'ai interviewé, puis à cause de ça, ça a ouvert d'autres portes à d'autres. Le podcast, tu sais, si tu l'utilises, je trouve vraiment dans un mindset où est-ce que tu amènes de la valeur autant à les personnes qui vont écouter, autant à l'invité qui va être à côté de toi, ça devient un outil genre puissant. Le network. Le network, c'est très important. Yo, network, c'est le plus important. Genre, il y a même une vidéo sur Warren Buffett, puis il lui dit, s'il y a un outil que tu veux garder, puis je t'enlève tout ce que tu as, tu recommences à zéro. Warren Buffett, là, top of the top.
Le gars, il dit, laisse-moi juste mon carnet de téléphone. That's it. Yo, dans le but d'encourager local, on va donner un gros shout-out à Shout out. Oushkabé. Ici, on a un gin tourbé vieux. Ici, on va essayer un scotch malt et on a un triple sec à côté. Shout-out à l'économie locale. Comme je dis, je pense que si on s'encourage de plus et on s'enrichit entre nous, ben on devient plus puissant. 100%. C'est quoi le whisky? Oushkabé. Shout-out. Fait que, tu sais, c'est moi étant vraiment une personne marketing, tu sais, à revenir à ça, c'est le podcast m'a juste ouvert énormément de portes. Puis, yo, je connais du monde que, comme je dis, j'aurais jamais eu accès à parler. Si j'aurais été peut-être le dude qui serait resté sur son ordi, sur son bureau, indépendant, en train de faire des campagnes genre publicitaires sur Google et Facebook. OK. Est-ce que ça répond à ta question ou tu veux que je te donne plus de détails? Moi, je veux ces détails à lui. OK, mais parce qu'il y a un point que Ray a mentionné, c'est que ça coûte cher pour tous les équipements. Puis là, l'avantage quand tu achètes une franchise, c'est que nous, on a un proven concept, que ça fonctionne. Puis là, nous, on peut présenter, on va dire, le business plan qui demande tous les équipements. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Puis quand tu achètes une franchise, la banque, il te passe plus au financement facilement, comparativement. Si jamais tu es comme, hey, je suis nouveau, j'essaie de me lancer en business, et j'essaie de partir ma propre brand. C'est extrêmement difficile. Ouais. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi les plans qu'il y a chaque année, ça change tout le temps, mais les plans que les banques ils ont pour les franchises, c'est beaucoup plus avantageux. Pas plus avantageux, mais vu que nous, on a un proven concept que ça fonctionne, pas une fois, mais X nombre de fois. Donc, pour eux, ils sont plus confiants à donner cette marge d'argent aux nouveaux franchisés. Ça, c'est intéressant. Ça c'est la valeur. Ça, c'est ajoutée. super intéressant parce qu'on réfléchit jamais vraiment parce que à lancer une business, tu peux avoir un cash down, mais aussi tu as besoin d'une certaine forme de financement quelque part. Tu vas avoir besoin d'équipement, tu vas avoir besoin de quelque chose. Puis, encore là, c'est quelque chose que tu apprends quand tu te lances en entrepreneuriat. Tu te rends compte comme, j'ai besoin d'argent pour acheter ci. J'ai besoin d'argent pour faire ci. J'ai besoin d'argent, fait que tu passes à du financement. Tu vas voir toutes les ressources principales. Mais c'est super intéressant le fait que tu dis comme si tu vas vers la franchise, ben tu enlèves énormément de friction sur l'obtention à du financement juste parce que tu as un proof of concept qui fonctionne. Oui, parce que moi, je dis toujours qu'il y a 3 points, 3 clés principales si jamais tu veux réussir en affaires. 1, tu as besoin d'avoir la capacité de travailler, donc manpower. Puis 2, c'est la vision, l'idée, puis la planification. Puis la 3e, c'est le financement, c'est l'argent. Puis là, imagine que toi, tu es la personne qui est capable qui veut travailler en business, puis tu as l'idée. Qu'est-ce qui te manque? C'est juste le financement. Tu vois, initialement, tu as besoin d'avoir 2 des 3. Play around. Prends 2 des 3, puis là, tu vas savoir c'est quoi que tu as besoin. Tu sais, imagine, toi, tu es la personne qui a la vision, qui a l'idée et qui a de l'argent. Tout ce que tu as besoin, c'est juste engager du monde. C'est ça. C'est pas plus compliqué. Puis là, si jamais tu es capable de travailler, tu as l'argent, tu as juste besoin d'acheter une idée ou trouver quelqu'un qui va pouvoir te guider, comme un mentor, whatever. La formule est vraiment facile. Pourquoi est-ce que le monde ne réussit pas en business? Parce que généralement, il y a juste 1 des 3, puis il veut se lancer en affaires. C'est là que ça bloque. Parce que même à l'école, tu ne passes pas à 33%. Damn, on a un clip live. Ouais, bien dit. Yo, Bien dit. ça, c'est un fou clip, là. Tu vas pouvoir l'utiliser sur tes ads. Je pense que la vente, là, ça couvre les 3 choses que tu dis, non? Parce que La vente? Les personnes, mettons, on parle beaucoup de financement. Yeah. Mais ça je suis pas tant capable de relate à ça parce que quand moi j'ai commencé, j'étais broke. J'étais vraiment broke. Là. Pourquoi je me suis lancé en marketing? Parce que ça coûte $0. J'ai commencé avec 0, mais j'ai commencé en dette, en fait. Et me pogné une job, ça n'allait pas couvrir mes dettes. Fait que j'avais besoin de faire quelque chose d'autre pour couvrir mes dettes que j'avais. À cause des mauvaises décisions financières quand j'étais jeune. Alors là, la seule manière fallait que je pars une business, mais j'avais pas d'argent. Alors, il faut juste que je vende quelque chose. Puis là, les pubs de Ty Lopez ont commencé à juste... C'était ce moment-là. De partout, lui. De partout. Ça venait. Go, hey, my garage. What garage is that? les trucs de genre SMMA puis le social media marketing. Puis je me suis lancé là-dedans. C'était difficile. C'est comme en ce moment, c'est peut-être comme une des industries les plus difficiles. Mais commence en vente. Si tu deviens bon en vente, tu es capable d'aller te chercher du financement. Yeah. Tu peux aller vendre quelque chose, vendre quelque chose, convaincre quelqu'un à te donner du financement. Si tu es bon en vente, tu peux bâtir une équipe, tu convaincs du monde à engager avec toi.
tu sais, à engager. Comme en ce moment, auparavant, j'ai toujours roulé comme tout seul, mais je n'étais pas capable de grandir un peu plus. Puis là, on parlait de Jerry beaucoup au début, mais ce gars-là, c'était mon ami d'enfance. Puis là, on a toujours comme eu notre business un peu séparément. Mais là, un jour, on a commencé à parler, puis là, il a réalisé que... Vous avez un ami en commun. Non, mais... Yeah, you know Jim? C'est un ami en commun, puis tu es curieux, tu es comme, pourquoi, tu sais, toutes ces années-là, tu sais, je vois pas, tu as genre 10, 15 clients. Ils te payent beaucoup d'argent, oui. Mais tu sais, pourquoi pas 150 clients? Là, je lui explique, mais je suis tout seul. Ou maximum, j'ai comme 3 ou 4 personnes. Comme des personnes. Parce que c'est dur pour moi d'engager du monde ici et là. Et là, lui, il était comme, tu sais quoi? Moi, j'ai du monde. Tu sais, on a parlé de network, on a parlé de connexion, puis tout. Lui, il a du monde, il connaît du monde. Parce que sa business, lui, il en connaît du monde. Il fait de l'exportation de tout. Il connaît du monde partout dans le monde. Et là, il a juste fait, je vois comment tu travailles, je vois les résultats que tu es capable d'apporter. Comme tu sais clairement qu'est-ce que tu fais. Il a juste fait, tu sais, on prend une compagnie ensemble. Puis là, je suis parti de ma propre agence, là, comme on a fait une agence ensemble. Il a juste mis 400 000 dedans. Et là, on a bâti une équipe ici, on a bâti une équipe en Chine aussi. Parce que ça coupe it cut the cost. Alors, mais pour revenir à mon point que je voulais dire, c'est que si tu es bon en vente, il n'y a rien que tu peux pas faire. Non, mais regarde, Ronald, je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord. Mais pourquoi est-ce que je ne donne pas cette advice? C'est à cause que moins que 1% du monde, il va succéder en vente. C'est pour ça que si tu dis, hey, vas-y en vente, puis là, quand, ça prend des couilles. Ça prend des couilles. J'ai réalisé ça prend la beaucoup, volonté, puis ça prend extrêmement beaucoup de patience. J'ai parlé à beaucoup de monde aussi, des jeunes ou des personnes, mettons, personnes dans notre société, dans le market, ou les personnes que j'engage. Il y a une expression que j'entends beaucoup. Quand, mettons, je donne un projet à quelqu'un ou je donne un test à quelqu'un, ils disent « je vais essayer. Je vais faire de mon mieux ou je vais essayer. I'll try. » Mais durant toute ma période de business, il y a quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est comme, il ne faut pas que tu penses de même. Tu ne peux pas dire « I'll try my best ». Ça va te nuire. Vraiment, ça va te nuire. Moi, j'étais à un point où je n'avais même pas de produit. Je ne savais pas ce que je faisais, mais j'ai commencé par la vente. I'll figure it out. No matter what happens, I'm going to pull it off. J'avais même pas de produit. J'ai commencé à vendre un produit que je connaissais même pas, ou que je ne savais pas quoi faire. Mais la vente, c'est juste savoir qu'est-ce que la personne à qui tu parles, il veut, aligne tes intérêts avec et figure something out. C'est vraiment juste ça. Là. Mais c'est bon. C'est Non, incroyable. Honnêtement, la C'est vente. le mindset. Là. Puis je pense, même j'avais ces conversations avec énormément de gens, mais je quote quelqu'un, je sais pas si tu connais Patrice Ménard, PMML. Yeah. Il a fait un clip, genre, puis il dit, lui, il a écrit comme, si tu réussis le MLM, tu vas réussir à n'importe quoi. Puis, je suis d'accord avec ça. Puis, quelque chose, tu sais, même pour rajouter, moi, dans ma tête, si tu deviens bon en cold call, en cognant la porte, tu vas avoir du succès à n'importe quoi. Parce que tu brises vraiment la frontière où est-ce que tu es timide à can I do it, can I not? Il y a un mindset qui vient derrière ça. Puis jusqu'au moment où est-ce que tu peux être n'importe quoi. Tu peux être un photographe, tu peux être un content creator, tu peux vendre genre des frigos, tu peux vendre n'importe quoi. Mais du moment que tu es à l'aise avec la vente, ce hustle mindset-là, dans ma tête, je suis convaincu que tu peux réussir n'importe quoi. Tu peux vendre la peinture. Tu es un artiste. Puis je trouve que, mettons, dans ce monde-là, où est-ce que je deal beaucoup avec des artistes, leur grosse faiblesse, c'est qu'ils ne savent pas vendre. Fait qu'il y en a beaucoup d'artistes que mais je suis pauvre, je suis pas capable de vendre ma musique ou mes dessins ou whatever. Mais c'est pas que c'est pas bon ce que tu fais, c'est que tu sais pas le vendre. Puis, tu sais, je rajoute derrière ça, si on peut enseigner la vente, le hustle, même au secondaire, on peut sortir tellement de personnes, genre vraiment de la merde, par exemple. 100%. Ils voudront sûrement pas. L'école ne veut pas que tu sois... Il veut que tu sois dans la merde. Non, Moi, j'étais dans la merde pendant tellement longtemps. J'ai fait mon secondaire pendant 10 ans. il veut que tu sois socialiste. Pays communiste ici. Tu sais, le monde, il pense que j'ai besoin de financement, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu sais, il y a beaucoup d'excuses, mais à la fin, la vente, j'ai connu Jim par un DM à Instagram. Ouais, c'était même si je ne suis pas où j'étais avant, mais Jim, ça reste que je ne l'aurais pas connu si je ne l'aurais pas envoyé mon DM. Il faut juste que tu penses un petit peu plus. Fais pas juste envoyer comme « Hey, salut, est-ce que tu veux acheter mon produit? » Mets un petit peu plus d'effort, pense à ce que l'autre partie, ils veulent vraiment ou ce qu'ils aiment beaucoup. Ou mettons, je donne un autre exemple dans la vente. Mettons des clients un par un. Si, mettons, le client en tant que tel, il prend les décisions lui-même, c'est tout son argent,
Ça, c'est facile. C'est juste un par un. Mais là, quand ça devient compliqué, c'est quand tu deals avec des compagnies comme des groupes. Mettons, genre, groupe Parc Avenue. Ou genre des plus grands groupes où c'est comme vraiment corporate. Parce que là, la personne à qui tu parles, à qui tu vends, si tu lui dis, ah, je vais te faire beaucoup d'argent, mais il s'en balance, lui. Lui a ses propres intérêts. Lui a ses propres intérêts. Lui, lui veut se faire l'argent, lui veut faire autre chose. Il y a comme 5, 10, 15 personnes. Puis au fil, il faut que tu alignes tous leurs intérêts en même temps. Puis après, peut-être que tu auras un deal. Mais ce deal-là, il va valoir des millions. Fait que là, tu sais, ce jeu-là, ça reste toujours des ventes. C'est juste que tu vends des personnes différentes. Il faut juste que tu penses à, OK, à qui je parle? Qu'est-ce que lui veut vraiment? Et tu commences les négociations. Commence la première étape, c'est aie leur attention, get your foot in the door. Et pense vraiment à qu'est-ce que lui il veut vraiment. Mais tu vois, la vente, même comme le marketing que je dis, c'est beaucoup de la relation, bâtir des relations. Avoir une relation, sois bien naturel, puis tu vas voir que les choses vont évoluer. Puis c'est là que je reviens peut-être à la question du podcast. Pourquoi je devrais faire un podcast, pourquoi je devrais lancer. C'est que je suis rentré en contact avec tellement de gens, j'ai bâti tellement de relations que j'ai eu des ventes qui ont suivi par la suite, qui ont créé un succès derrière ça. Puis on ne va pas se cacher, vous voyez des brands qui sont autour d'ici, mais tout ça a commencé avec une relation, tout ça a commencé même à un podcast. Puis, du moment qu'il est plus focus en bâtissant la relation, tout le reste vient avec. Pour revenir aux franchiseurs, là, en ce moment, qu'est-ce que ça prend? Mettons, genre, ton modèle, qu'est-ce que ça prend pour bâtir, rentrer dans la game du franchiseur? Pour une première franchise? Ouais. Dépôt de sécurité. Regarde, on va laisser Randall le faire. Est-ce qu'il peut donner... Est-ce qu'il est capable de vendre? Ah, il est capable. La question, c'est quoi que ça te prend pour passer? Ouais, OK, on va commencer à la question la plus critique, l'argent. Combien il faut investir? Ben ça dépend comment tu veux jouer ta game. Ce qui est vraiment bon avec Jim, là, c'est qu'il y a une on peut dire misconception. Yeah. Le monde, il pense que la restauration, tu ne fais pas d'argent avec ça. Et il y a une certaine vérité à ça, mais quand j'ai eu mon premier meeting avec Jim, j'ai réalisé quelque chose. Comment que lui, il est capable de grandir sa franchise et toutes ses bannières, des centaines de localisations. Il doit avoir quelque chose. Là, j'ai réalisé que lui, j'ai posé une question, comment ça se fait que quand j'ai travaillé avec Jim, il est comme, je regarde des locaux, je regarde à louer des locaux. Pourquoi tu ne loues pas des locaux dans les malls? Et là, ça a cliqué. Il m'a expliqué un concept qui s'appelle Profit Control. Ça, c'est super important. Tu vois un petit restaurant dans un coin perdu, tu penses qu'il ne se fait pas d'argent, mais il en fait de l'argent. Comme le monde, il pense tellement pas à contrôler les coûts qu'ils se disent, restauration, il ne se fait pas d'argent. Peut-être un bon restaurant, 5%, 10% de marge de profit. Lui, c'est resto 20-25%. C'est fucking fou. Mais comment il arrive à faire ça? C'est parce qu'il rend les opérations simples. Le monde, il pense, j'ai besoin d'un chef Michelin, j'ai besoin de gars super bons qui fait... C'est tous des trucs qui coûtent beaucoup d'argent et c'est dur à employer du monde de même. Jim et les franchiseurs, eux, ils gardent ça super simple. Leur coût leur rent, là, leur loyer, là, c'est comme 3 000, 5 000. Tu prends un local dans un mall, ça va peut-être coûter 10 000, 20 000. Mais lui, il garde ça 3 000, 5 000. C'est une opération simple. N'importe qui peut faire ça. Même un étudiant à temps partiel peut faire comme un pokéball. Qu'est-ce que ça fait? C'est que engager du monde, ça coûte moins cher. C'est facile à engager du monde. Tu n'as pas besoin d'engager quelqu'un qui connaît beaucoup de connaissances. Et c'est pas pour rien que lui, ses franchisés, ils ont tous comme 3, 4, 5, 6 localisations. Ouais, parce que je mets le focus sur des produits de qualité, simplicité d'opération. C'est pour ça que c'est comme une formule quand même facile à opérer. Puis surtout qu'on limite beaucoup les risques pour les franchisés. Qu'on ne demande pas d'être prime location, que tu payes un premium sur le loyer. Ça, c'est un gros joueur. Est-ce que parce qu'il y a quand tu as les fixed costs puis les costs que tu peux contrôler. Fixed costs, c'est le loyer principalement, puis on va dire électricité, téléphone, puis tout ça. Mais si jamais tu es capable de lower les fixed costs au plus bas possible, techniquement, tout l'argent en extra, ça rentre dans tes poches. Parce que labor cost, food cost, c'est le cost qui a une variation. Puis si jamais tu es capable de le contrôler au plus bas, ben, tu vas avoir plus d'argent dans tes poches aussi. Mais beaucoup d'autres bannières, eux, ils ne focusent pas sur les fixed costs. Ils vont te demander un loyer qui prend peut-être 10-15% de ta vente. C'est extrêmement élevé. Mais nous, on essaie de le focus à 4, au maximum 7%.
Non, là, tu peux voir, si jamais tu fais 1 million puis tu sauves 7%, combien d'argent tu as plus dans tes poches? Ouais, c'est 7% sur 1 million. Petite question en arrière. Ma question est pour toi, Jim. Après la COVID, selon toutes tes franchises, qu'est-ce qui rapporte plus d'argent? Les people coming in the store ou les commandes Uber Eats? C'est sûr que les personnes qui viennent en place, on a plus de profit. Mais vu qu'on a tellement de localisation, on a quand même un très bon deal avec Uber, DoorDash, que c'est quand même très exclusif. À un certain point, on avait un meilleur deal que McDo pour avoir l'exclusivité avec Uber. Mais on l'a refusé parce qu'il y a certaines localisations plus loin que DoorDash était beaucoup plus efficace. D'abord, on ne voulait pas comme pénaliser ces franchisés-là qui sont dans cette... Ouais. D'abord, on s'est entendu pour un juste milieu pour qu'on puisse garder les deux plateformes. Parce que sinon, on aurait juste été avec Uber. Puis, tu vois, nous, on n'est pas là pour faire un maximum d'argent. On est là pour que la bannière grossisse et que tout le monde soit gagnant. Parce que comme Ronald l'avait mentionné, lui, il a vu avec ses propres yeux des franchisés que non seulement ils sont capables d'opérer une bannière, mais ils sont rendus comme à 3-4 locations, even up to 10. Comme c'est ça que le monde ne voit pas behind the scenes. Ça donne envie d'ouvrir un... Ben ouais, en termes de pourcentage, c'est sûr que c'est plus, un peu plus. Parce que les maths sont là. Comme avec Uber, tu payes un certain pourcentage. Ouais, il y a un frais Uber. Et là, quand le monde y vient, mais tu ne le payes pas. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux peut-être donner un petit bénéfice supplémentaire aux clients qui se déplacent sur place. Puis tout le monde est content. Win-win. Comme tu dois toujours créer des win-win situations. L'expérience client, là. Exact. Expérience client. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, genre, quelqu'un qui ouvrait un Sushi-sama puis dit, oh, regarde, j'ai une plug au Carrefour Laval pour l'ouvrir. Est-ce que tu le déconseillerais? Tu dis comme... Tu sais, je ne vais pas le déconseiller, mais je vais juste lui donner mon point de vue. Tu dis que... Comme si jamais toi, tu penses que c'est bon pour toi. Parce que beaucoup de monde, il ne veut pas se casser la tête. Il veut que ce soit comme stable. Il veut que le roulement soit constamment là. C'est correct. Comme si jamais il comme, OK, ben ouais, je paye plus cher le loyer. Mais au final, en faisant 500 000 de plus de ventes par année, mais je n'ai pas le même pourcentage en termes de profit, mais they are OK. Comme nous, on a des franchisés que eux, ils run des stores à 400 000 par année, 600 000 par année, puis ils sont contents. Ils ne veulent pas plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de les contrôler efficacement. Ça se dit? Oui, efficacement. Efficacement. Ouais. Puis ils ont une bonne balance de vie aussi. Exactement, balance de vie. Tu viens de nommer le point. Le fait qu'on va dire qu'ils ne dépassent pas 400-600 000, eux, ils n'ont pas besoin d'être in-store pour pouvoir watch. Puis là, imagine que quand tu fais le extra 200 000 ou 400 000, c'est où? En restauration, il n'y a pas de secret. C'est pendant les peak hours, comme lunch ou souper. Puis là, avec plus de revenus qui rentrent, il y a plus de marge d'erreur. Et là, beaucoup de franchisés, eux, préfèrent mieux rester comme free of mind, peace. Puis là, chaque succursale leur rapporte un argent assuré, puis ils sont contents. Puis là, ils préfèrent mieux avoir 2 qui fait genre 600 000 qu'un qui fait 1 million. Parce que la gestion est totalement différente. OK, non, je peux comprendre. Je peux voir genre le... Non, mais ça... Le peace ça of dépend. mind. Mais justement, mais ça dépend de chaque personne. Parce qu'on va dire comme moi. Moi, je veux... Si jamais c'est moi qui opère, je veux le maximum de tout le store. Parce que je suis capable de handle pressure. Mais c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. D'abord, il faut que toi, tu crées un système qui peut adapter aux franchisés. Je comprends. Mais l'important, c'est que tout le monde fait de l'argent. Définitivement. Mais je suis content d'entendre ça. Je voudrais aller vers une autre direction maintenant. Je vois aussi que tu es en train de te lancer en fashion. Yeah. Il y a une brand ici à côté, là, que, gars, je vais te mettre de l'attention sur toi, là, maintenant, là. Tu pensais que tu allais rester tranquille, que tu allais te lever comme ça. J'étais tranquille. Non. Gars, Odin, ça fait combien de temps que tu fais du... Fashion, 10 ans environ, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, Odin? Parle-moi de ça. Odin, c'est le dieu des dieux pour les Scandinaves. Dieu des dieux des Scandinaves. C'est comme Zeus, mais pour les Scandinaves. Zeus, c'est pour les Grecs. Odin, c'est le dieu viking. C'est le père de Thor. Tout le monde connaît Thor. C'est son père. C'est le créateur de l'univers. OK. Yeah. J'aime ça parce que, tu sais, admettons, j'ai postulé des trucs dernièrement, tu sais, puis sur des marques de linge, par exemple. Puis j'ai fait un cas, par exemple, sur une marque de linge qui n'a pas réussi à fermer ses portes. Puis, de ma perspective, la raison pourquoi je trouve qu'il n'a pas réussi, c'est qu'il n'y avait pas d'identité. Comme il y avait un brand, oui, il y avait un nom,
mais il n'y a pas d'identité comme pourquoi tu devrais acheter ça? Qu'est-ce que ça vaut derrière ça? Pourquoi tu sais, je devrais le porter? C'est quoi, comment tu veux faire sentir ça? Fait que le fait que tu sais, déjà là, tu me décris comme c'est le Dieu des dieux. Fait que là, comme il y a un sentiment genre de supériorité, de you wear this, like you feel empowered, des trucs comme ça. Je vais juste mettre un petit parenthèse avant que tu poursuives le sujet. Kevin, c'est un ami que j'ai connu depuis le secondaire, mais on n'a jamais été proches. Puis là, après ça, on s'est connecté. On s'est reconnecté quand on est allé aux écoles aux adultes. Puis là, on s'est laissé. Puis là, après, pendant plusieurs années, moi, j'ai commencé ma business en restauration. Lui, il a commencé son business en fashion. Puis c'est là qu'on est comme, hey, on est deux gars de Saint-Michel qui se lancent en business, on va se reconnecter. Puis là, quand on se reconnecte, on a deux personnalités complètement différentes. Mais on a quand même réussi à rester vraiment close friends parce qu'on a des bonnes valeurs en commun. Okay. Et lui, il m'amène beaucoup de façons de voir la vie que j'aurais jamais cru. Parce que je suis quelqu'un, quand tu es en business, tu es super rationnel. Quand tu dis, comme une table, c'est une table. It's matter. Comme that's hard. Puis lui, il est comme, no, it doesn't matter. This is where we have discussion. Hein? Comme, non. Il dit, ça se peut que c'est un 9. Il y a de quoi tu parles. Ouais. Puis là, après ça, on avait eu des longues conversations comme ça que lui, il m'a amené une deuxième perspective de voir la vie. Puis en faisant ça, c'est là que j'ai réalisé comme, OK, toi, tu penses que 1 plus 1 est égal à 2. Mais dans certains univers, dans certaines façons de voir la vie, c'est vraiment, vraiment différent. Ça se peut que 1, c'est pas 1. 2, c'est pas 2. Je sais pas comment l'expliquer. Tu peux l'expliquer? Ben c'est simple. Ce qu'il veut dire, c'est vraiment genre, c'est comme live, je te montre un arbre, toi tu penses que c'est un arbre. Mais c'est parce qu'on a appelé l'arbre l'arbre. Mais l'arbre, c'est pas ça, son nom. Puis c'est pas ce que toi tu penses qui est déjà. So, quand tu comprends qu'on a nommé un arbre l'arbre, tu penses comme, OK, ouais, c'est un arbre. Non, c'est quelque chose d'autre. So, je sais pas si tu comprends. T'es spirituel, hein? Exact, c'est yeah, ça. I could tell. On dirait qu'on rentre dans le Matrix ici, là. Non, mais après ça, comme moi. là, il me parle, puis là, après ça, il dit comme, oh shit, toi, t'es comme, t'es super solid. Comme il dit, ton ground chakra est strong, comme ton solar plexus chakra est strong. Mais là, il dit, ton heart chakra est bloqué. Puis moi, je suis comme, de quoi tu parles? Puis là, après ça, plus qu'il explique, plus que tu réalises que c'est vrai. Puis là, quand j'ai essayé de unlock, on va dire, le 7 path, puis là, c'est là que la business a encore plus skyrocket. Exact. Ça, c'est secret, je peux pas te Imagines-tu la dire. Ça n'a rien à voir avec Jerry, OK? Ouais. Jerry, regarde your chance. C'est la balance, c'est la balance. Ouais, Il a non. trouvé la balance de l'extérieur et l'intérieur, son monde intérieur et son monde extérieur. Ouais. ça. T'imagines-tu la personne qui doit faire le marketing pour Odin, à quel point ça va être difficile de créer une connexion dans le market? Non, for sure. Et même Odin, comme on a changé un peu la philosophie, au début, c'était « train as a god ». Entraîne-toi comme un dieu. Comme « why do you train » or « why do you do something, do it like perfection ». Puis là, on est plus vers « deeply human », like Odin, deeply human. So, tout le monde est un dieu en soi, tu comprends? So, je voulais amener cette rationalité de se dire « tu es un humain, oui, mais tu es déjà un dieu en tant que tel ». So, là, il y a un gros challenge d'amener une philosophie extrême. Faire pour le comprendre. sport. Mais, en tout cas, moi, qu'est-ce que moi j'ai compris de ce que lui avait dit ça, quand il m'avait amené ça il y avait une couple d'années, c'est que Dieu, c'est le créateur. Et si jamais toi, tu penses que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité, donc Dieu est en toi aussi. Puis là, moi, je suis comme, oh shit. Là, ça m'a hit. C'est qui tes role models? Juste pour essayer de voir vraiment s'il y a des personnes qui t'inspirent, tu sais, derrière vraiment le développement de ton brand et même, tu sais, ce que je veux aller chercher ici dans ces questions-là, c'est voir vraiment c'est qui ton role model, peut-être qui t'inspire du côté genre fashion, mais aussi d'un côté voir vraiment un mindset parce que déjà là, tu viens de sortir dans des trucs où est-ce que ça peut aller très profond. On peut aller profond. Je suis un peu différent à la majorité des humains, je dirais. So, j'ai pas vraiment de role model. J'ai toujours été juste comme dans un full trust de qui je suis. Puis je doute pas qui je suis. So, ça, c'est une grosse différence de qu'est-ce que tu vas avoir autour de toi. La majorité des humains essaient de faire une identité, ou ils essaient d'être un copycat, ou ils savent pas qui ils sont, ou ils sont perdus. So, moi, depuis toujours, plusieurs amis ici peuvent le témoigner, Miguel aussi, moi, je suis qui je suis depuis très jeune. So, c'est un peu complexe à dire c'est qui mon role model. Ouais. Virgil Abloh. Tu sais qui? Virgil Abloh? Virgil Abloh, ouais. Mais je suis pas un gars de fashion. So, genre, on dirait que je suis... Tu sais, tu me parles en tant que fashion, j'ai fait des vêtements, mais c'est plus à cause que je vais avec la passion. J'aime designer, je suis un créateur. Parce que juste la manière que tu parles un peu, me fait penser à lui. Ah,
Ça se Parce que lui, il y avait un côté spirituel dans comment il faisait le fashion, puis qu'il sortait dans toutes sortes de... à l'extérieur, dans, mettons, les normes. Puis, tu sais, ça a créé, genre, vraiment, genre des gammes de fous, parce qu'il va reprendre, par exemple, un soulier Nike, il mettait sa touche, mais la touche était juste complètement à un autre niveau. Puis, il y avait une exclusivité qui venait ça, il y a une valeur qui venait derrière ça. Fait que c'est pour ça, tu sais, je t'entends parler, je suis comme sa personne... Première personne qui me vient à l'esprit, je suis comme, oh shit, t'as-tu genre un lien, tu sais, avec lui? Son Puis, cousin. yo, Mais pour vrai, je ne l'ai jamais étudié. Je n'ai pas trop regardé c'est qui, mais si je comprends ce que toi tu comprends, c'est que quand tu es un vrai artiste, dans un sens, tu es en communion, tu as un message. Sur lui, si c'était vraiment un vrai artiste, puis il a été comme une grosse signature dans le monde, puis il a achieve a lot, automatiquement tu as un message, puis c'est le même message à travers tous les artistes. C'est sûrement ça aussi le feeling que truth. ouais. Lui amenait sa touche, était vrai. Tu sais, il a sorti un livre. Moi, j'ai rien à voir avec le fashion, mais son mindset m'a intéressé à vouloir acheter son livre. OK. Parce que je suis comme, oh shit, on dirait qu'il y a tellement de choses dans ce livre-là, comment il voit les choses, qui pourrait être super intéressant. Je pourrais te le recommander. Ah, je vais le lire, c'est sûr. Va le checker puis tu vas le trouver. Là. C'est un gros fucking J'ai book. lu le Là. livre de Nike, peut-être. T'as mais tout c'est lu. pas- Ah, j'ai lu plusieurs livres. Il a lu le Karen comme 4 fois. Ah ouais? J'ai lu plusieurs livres religieux puis tout, mais Shoe Dog, très bon livre pour les gens qui veulent commencer en business, puis ça montre les aspects des deux mondes. C'est pas juste comme un artiste like Nike, c'est un vrai hustler, là. Puis même, peut-être inspiration de lui, quand que moi j'ai compris c'est qui Nike, c'est la déesse de la victoire, Nike, Mhm. en grec. Là, j'étais juste chez nous, puis j'étais comme, ah ouais, il a créé Nike, yo, je vais créer quelque chose de mieux, man. Pourquoi je porte la Odin. victoire dans mon chest? Je vais porter la signature de Dieu. So, Odin, quand je suis arrivé avec Odin. ce nom-là, le Golden Ratio, c'est le premier logo là, c'est le nombre d'or, Leonardo da Vinci. So, quand tu comprends que l'empreinte de Dieu est dans toute chose, le vent, les arbres, la terre, tout ce qui est objet, mais c'est ce logo-là. So, j'étais juste genre, yo, je vais pas porter Nike, moi, je vais porter l'empreinte de Dieu parce que je suis God. Je suis lui, tu comprends? So, ouais, ça, c'était C'est une dope. grosse- C'est dope. J'aime l'idée derrière le brand. Puis peut-être une blague, je vais juste lancer ça. Comment j'ai créé Odin, beaucoup de gens me l'ont demandé. C'était fucking random. Ça n'a même pas de philosophie, rien. C'était juste, j'étais à l'université, puis j'ai étudié l'histoire. J'étais vraiment inspiré de ça. So, j'avais étudié les Scandinaves, puis j'avais entendu Odin. Puis dans ce temps-là, il y avait des memes qui disaient tout le temps « Oh, damn! Oh, damn! » Puis yo, je vais m'entraîner. J'étais toujours dans le monde du sport. Yo, je vais m'entraîner, puis mon ami, c'est un gars 6 pieds 7, barbu, super musclé, puis je le regarde, je fais comme damn, oh damn, puis on crie, puis on rentre, puis là je suis là, Odin, Odin, oh damn, Odin. J'ai étudié Odin, le dieu des dieux. Fuck it, le brand s'appelle Odin. OK. J'ai checké sur Instagram, Internet, tous les réseaux sociaux, personne n'a créé de brand qui s'appelait Odin. So, ça start like this. Yo, j'allais chercher ça. J'allais voir vraiment m'enseigner. Ben, tu vois, Yeah. ça, je trouve ça très nice. À mettre une identité derrière, admettons, tu sais, vraiment les brands. Parce que je trouve qu'en ce moment, tu sais, on est dans un monde de médias sociaux où est-ce que n'importe qui peut développer un brand. Mais les autres qui vont se démarquer le plus, c'est les autres qui ont une valeur, quelque chose qui est vraiment, je peux relate. 100%. Je peux aller chercher quelque chose. Puis juste ce que tu viens de me dire, tu sais, comme, I don't know, I'm like, je suis intéressé. Bless. Il va y avoir un hoodie demain, you know. On relaunch le site bientôt. Ça va être odin.energy. Puis ça va être dans un mois environ. On reçoit toute la marchandise, setup. Dans un mois, toutes les nouvelles collections, les new pieces, parce que c'est un rebirth. J'ai arrêté pendant 5 ans le fashion. Ouais, il T'es-tu... est parti en Amérique latine faire son vagabond. Et moi, je l'ai ramené ici au Canada. Je lui dis, reviens ici. Il faut qu'on travaille. 2 ans, Tu je fais- suis parti en Amérique latine just to take off and arrêter de penser à la business. J'ai trop eu de cheveux blancs puis tout, so fallait un petit break. Yeah. Un petit break ayahuasca. Ah, dans ce style-là. Fait que c'est là, t'es comme, oh, I got it. Ah non, j'avais déjà compris, mais COVID m'a slap. J'ai comme passé de genre 1,8 million de sales à 0, genre même pas un mois avec COVID, parce que tous mes contacts, c'était contenus de Chine. Puis à cause que j'ai tout appris toute seule, j'avais aucun autre supplier. Big error. Puis dès que tout a crash, j'ai juste comme arrêté, peut-être mini-dépression, disons, puis yeah, j'ai pris T'es un parti? recul. Non, j'ai resté 2 ans à Montréal. J'ai relaunch un brand avec un studio, puis plusieurs trucs. Puis ça l'a bien été, on a investi beaucoup. Puis après ça, encore COVID, il est arrivé de quoi? Puis j'ai juste décidé à fuck it,
maybe Montreal. Le COVID a duré longtemps ici. Ouais, il a duré 3 ans ici. Yo, c'était 2023, big. là. Ouais, Et quand, quand on a eu 2023. la liberté, tout a crash. Yeah. Tout a la misère à Yeah, marcher droit. Là. C'était sauvage. Tu sais, je pense que cette année, on est en train de ressentir même comme une liberté, une prospérité qui s'en vient. Et encore là, regarde, on a Trump en train de bully le Canada. Exact. C'est correct. Le Canada le mérite.